c'est déjà l'an 2000 en Australie. Oui, mais pas partout, puisqu'il y a 3 fuseaux horaires. Et pour l'instant, sur la Tour Eiffel, nous en sommes à J-10. Ça sera J-9 d'ici 8 minutes. Et pour l'instant, on va faire le point de l'information avec vous, Florence. Oui, Claude, avec l'année qui se termine bien pour les 160 otages de l'Airbus Indian Airlines, après 8 jours de détention, ils viennent d'être relâchés. Vous allez les voir sur ces images à la descente de l'avion. Ils ont ensuite pris place dans un minibus avant d'embarquer dans un autre appareil qui vient de quitter l'Afghanistan. Ils sont attendus en Inde dans l'après-midi. Dès ce matin, tous les espoirs étaient permis puisqu'un accord entre l'Inde et les pilotes de l'air et les pirates avait été trouvé, à savoir leur libération contre celle de 3 activistes musulmans du Cachemire. 3 Français faisaient partie des otages. Le président Chirac a vivement remercié le Premier ministre indien pour son intervention. Très bien. On parle de l'an 2000 à Paris. Eh bien oui, à Paris, comme ailleurs, on se prépare à faire la fête. Plus d'1 million de personnes. Pour ceux qui sont dans certaines difficultés, notamment je pense aux centaines de milliers de gens qui n'ont pas d'électricité. C'est vrai, plus d'1 million de personnes seront sur les Champs-Élysées, mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier tous les sinistrés, il ne faut pas oublier non plus la marée noire, les événements tragiques de ces derniers jours. Bref, comment va-t-on célébrer l'an 2000? Ambiance dans les rues de Paris tôt ce matin avec Olivier Lenouza et Raymond Chaplard. Paris, 7 h du matin, atmosphère. L'atmosphère de fête. J'ai l'impression que les gens sont heureux de passer cette fin d'année. Tout le monde est en vacances, tout le monde se prépare à la fête, c'est tout. Je travaille quoi, donc l'an 2000, pour moi ça veut rien dire du tout. Travailler, s'amuser, songer à des jours meilleurs. L'argent, paraît-il, ne fait pas le bonheur. Mais une super cagnotte de 100 millions de francs, ce n'est plus de l'argent, c'est autre chose. Une douce illusion, un rêve doré, à l'orée d'une nouvelle année, d'une nouvelle ère. On change des siècles, c'est tout. On change des siècles là. Non, c'est le 1er janvier de l'an 2001. C'est du pareil au même, on est tout près. Le 31 décembre 1999, une date qui pourrait permettre à des quotidiens de sortir de l'ordinaire. C'est pas pour moi un journal de collection, le dernier, non. On préfère le premier de demain, oui, ou après-demain s'il y a un journal, mais plutôt que le dernier de... Non, il ne faut pas se tourner vers le passé, il faut se tourner vers l'avenir. Oublier le passé, même s'il est présent dans toutes les pensées. Je pense qu'on en fait beaucoup de tatouages, puis je trouve que c'est tellement triste ce qui s'est passé cette semaine qu'on n'a pas tellement envie. Cette nuit, pendant quelques heures, le temps s'envolera ailleurs. Une parenthèse dans une tempête, la vie, pas toujours très gaie. Bon, ça c'était ce matin, à l'heure où Jean-Luc Delarue fait son jogging, comme tous les jours. Pour l'instant, Olivier Galzi est vaillamment devant la Tour Eiffel, dans une ambiance qui n'est pas encore totalement festive, je suppose, Olivier. Non, pas encore, effectivement, les badauds commencent à arriver petit à petit, mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment foule. Pourtant, il va se passer quelque chose d'extraordinaire ici. Est-ce que vous savez ce que c'est? Non, allez-y. L'eau monte. Eh bien, la Tour Eiffel va... la Tour Eiffel va tout simplement décoller. Alors, elle va pas décoller physiquement, évidemment, vous vous en doutez, elle va décoller par... Faut arrêter la moquette. On n'a pas commencé encore. Elle va décoller par un jeu de lumière. Il y a en ce moment sur la Tour Eiffel des milliers de lumières qui ont été posées depuis plusieurs mois par des alpinistes. Ils ont grimpé sur la Tour Eiffel et pendant plusieurs mois, ils ont posé des milliers de feux qui vont s'allumer ce soir et qui, un peu avant minuit, vont faire danser la vieille dame. Alors évidemment, elle a 110 ans, c'est difficile de danser à 110 ans. Elle va danser pendant 6 minutes 30 et puis ensuite, elle va décoller par ce jeu de lumière. Qu'est-ce que vous en savez? Écoutez, justement, j'allais vous dire, je n'en sais rien. Non, mais on rappelle aussi la dame de fer, on sait que Thatcher avait quand même un Je vrai ne parlais sens pas de du Madame rythme. Thatcher. D'accord, et si on peut revoir la Tour Absolument. Eiffel, on peut voir qu'elle a encore la tête dans les nuages. Alors ce soir, est-ce qu'elle sera complètement visible? Oui, c'est une question qui voilà, peut se poser. justement, j'y viens, on a un peu l'impression que le dernier étage a déjà décollé. Effectivement, en cas d'intempérie, on nous a prévenu. Peut-être que le spectacle sera un peu réduit, ce qui serait dommage parce qu'il a quand même coûté 15 millions de francs. Mais en tout cas, c'est un symbole extraordinaire parce que quand Gustave Eiffel, en 1889, vous le savez, a planté cette espèce de fusée sans moteur dans Paris, c'était un symbole de l'ère moderne, de l'ère industrielle, du futur. Et ce soir, si tout va bien, cette Tour Eiffel va décoller. Alors, c'est un symbole qui a été choisi par plus de 50 pays pour passer l'an 2000, il faut le savoir, ils avaient le choix. On voit ça en direct, ouais. Absolument, on était notamment en concurrence avec les événements à la porte de Brandebourg, à Berlin, et puis les pays ont jugé que ce monument était un peu trop politique et que la Tour Eiffel symbolisait un peu mieux l'universalité du passage à l'an 2000. Donc, vous le venez de le dire, 4 milliards de personnes sur Terre vivront cet événement en direct avec nous ce soir, et ça me pose un énorme problème d'ego, parce que comme vous, je manque de modestie, et par conséquent, j'ai un peu le sentiment d'être au centre du monde ce soir. Je sais pas de qui il a parlé. Merci beaucoup, Olivier. Merci bien. On s'en souviendra. Avec Michel Drucker ce soir sur les Champs-Élysées pour commenter le passage de millénaire, Florence.
Eh bien oui, on repart du côté du Pacifique ou en Australie, on vient juste de passer à l'an 2000. Et en Nouvelle-Zélande, alors que le boc tant redouté ne semble pas avoir sévi, la fête bat toujours son plein. Voyez ces images commentées par Émilie Lançon. Ça y est, depuis à peine une heure maintenant, une partie de l'Australie est passée à l'an 2000. Plus d'1 million de personnes rassemblées dans le port de Sydney, la ville n'a jamais connu une telle affluence. Un spectacle grandiose que l'on prépare ici depuis 4 ans et qui a coûté au bas mot 25 millions de francs. Pendant ce temps, en Nouvelle-Zélande, on continue toujours à danser depuis 2 heures maintenant. Certains n'ont pas encore compris tous les mouvements, mais peu importe, ils ont toute la nuit pour apprendre. Et puis depuis minuit 1, Auckland revendique fièrement le premier bébé de l'an 2000, c'est un garçon. Il y a eu 5 autres naissances depuis, en 20 minutes. Oui, Oui, on retourne en Australie, Claude. L'Australie, pays des aborigènes, vous savez, l'un des plus anciens peuples du monde. Les aborigènes vivent dans le bush, le désert australien, et beaucoup vivent de leur peinture, un art qui peut paraître abstrait pour le profane, mais qui raconte toute leur histoire. Christophe Duchiron, Frédéric Basile. Nous avons quelques soucis avec le sujet de Christophe Duchiron. Il est parti. On revoit l'image. Dans quelques instants. Dans le désert de Gibson, au cœur de l'Australie. J'imagine qu'il a vécu en nomade dans le désert de Gibson, au cœur de l'Australie. Mais les premières années de sa vie, on ne sait pas grand-chose. En revanche, on sait avec certitude qu'en 1984, il a fait la une de tous les journaux. Le destin de la tribu perdue. Avec 8 membres de sa famille sortant du désert où il vivait depuis toujours, il entrait en contact pour la première fois avec la civilisation dite moderne. Le monde de Walala Djapadjari, c'est la peinture. À ce jour, il a exposé à Sydney, Melbourne, Londres et San Francisco. Ses toiles se vendent jusqu'à 20 000 francs. Il paraît que ça vaudra bientôt beaucoup plus. Dans le studio d'à côté, Dorothy Napangardi, l'une des artistes les plus recherchées du moment. Elle travaille minutieusement, Dorothy. Ses peintures valent un peu plus de 80 000 francs. À Alice Springs, on a aménagé ces studios spécialement pour eux, pour qu'ils travaillent dans les meilleures conditions possibles. Sous les studios du premier étage, il y a la galerie qui expose leurs œuvres toute l'année. Roselyne Prémont dirige les lieux depuis 1987. Elle veille sur Walala et sa peinture. Quand on le regarde travailler, il y a une grande rigueur dans ce qu'il fait. On sent qu'il croit en lui. On sent qu'il sait d'où il vient, à quelle terre il appartient. C'est formidable. D'un art traditionnel à une forme de peinture contemporaine. Vision graphique et colorée du désert que les Australiens appellent le bush. La peinture aborigène sur toile n'existe que depuis le début des années 70. Avant cette date, art éphémère, sur le sol, sur les corps ou sur l'écorce des arbres. Peter travaille à la galerie avec Walala. Il est son ami. Aborigène, Peter a été élevé en ville, il a étudié, il parle parfaitement l'anglais. Entre Walala et nous, il y a comme un fossé culturel. Pour lui poser une question, il faut passer par Peter. Ça ne suffit pas toujours à obtenir une réponse. Walala, tu es heureux avec cette vie en ville ou tu préfères rester dans le bush? Il est content du moment qu'il peint. Alice Springs, 25 000 habitants, une ville plantée au milieu de nulle part. Ici, Walala n'est pas vraiment dans son monde. Il passe d'ordinaire le plus clair de son temps dans sa communauté aborigène, à 400 km de là. Il vient à Alice Springs pour travailler, un peu déraciné. C'est encore plus extraordinaire pour moi d'imaginer comment il voit le monde.
C'est intéressant d'imaginer comment il voit le monde. Quand nous sommes allés à Sydney et qu'il a vu la mer pour la première fois, il m'a regardé et m'a dit « Jamais je n'ai pensé que je verrais la mer ». Selon les aborigènes, la Terre ne leur appartient pas. Ce sont eux les aborigènes qui appartiennent à la Terre. Nuance. Oualala, peintre du désert, issu de la plus vieille civilisation du monde, 40 000 ans d'existence. Qu'y a-t-il finalement au fond de sa tête? Une seule planète et des mondes différents, tellement différents. De Christophe Duchiron avec la Tour Eiffel qui indique que nous sommes passés à J-9 depuis 2 minutes et 45 secondes. Florence, on va continuer un petit rappel des fameuses prévisions chez certains, oui, sur la façon et notamment dans le domaine de la mode. On va retrouver quelqu'un qui a l'habitude de faire des prévisions un peu bizarres. C'est vrai que ce soit Paco Rabanne, vous pensez à lui, ou le coiffeur Alexandre, ils avaient tous une certitude absolue de voir juste dans leurs prévisions vestimentaires. Eh bien aujourd'hui, avec le recul, on s'aperçoit que la télévision des années 50 et 60 voyez les choses, oui, d'une façon purement imaginaire et un peu surprenante. Hervé Bruzeni. L'an 2000, bien sûr, c'est sur la 2. D'abord parce que la 2 avait vu l'an 2000 avant l'an 2000. Que pensez-vous de la mode en l'an 2000? On sera habillé de collants qui feraient de la tête aux pieds, et puis pour les femmes, il y aurait une petite jupe qui serait très courte. Et c'est à qui cette jupe-là? En l'an 2000, vous l'avez presque sur vous. Il ne s'est jamais trompé. Paco Rabanne, c'est toujours ce qui va arriver. Vous croyez qu'en l'an 2000, la pudeur des femmes Aura totalement disparu. C'est très froid, non, cette robe? Non, elle sera dans les matières qui conserveront une même température. Catherine, ceci vous va absolument à ravir. N'est-ce pas? Vous ne manquez pas d'envergure en tous les cas. Peut-être encombrant dans le métro speed. Il y aura des très très grands cheveux, les hommes et les femmes, et que la mode sera des grands cils qui descendent. Tout à fait. Bref, ce sera ultra pratique. En l'an 2000, les femmes auront des cheveux rasés, on peindra les crânes, et ce qui sera amusant, c'est de s'offrir des perruques en bois comme celle-ci. C'est pour ça que j'ai voulu faire la mariée de l'an 2000 avec des copeaux de bois argentés et des antennes qui sont le symbole de l'amour et du mariage. Oh les voilà. Et c'est ça le hic avec l'an 2000, l'attaque des Martiens. Alors faut être en combinaison pour les accueillir. Mais les femmes pourront s'accorder quand même quelques faveurs. Quelquefois elles s'habilleraient en Bermuda. Bermuda, on n'a pas attendu l'an 2000, c'est bien en Bermuda que Claude Sérion présente le 20h tous les soirs. Si on avait pensé qu'un jour il y aurait un présentateur sans cravate en plus. C'est ça, oui. Hein? Imaginez le sacrilège. On continue avec la mode, mais en direct cette fois-ci, non plus dans les années 60. En direct de Bombay, en direct de ZTV, les studios de Bombay. Vous voyez donc la mode indienne, les saris sont les plus grandes stars des danses traditionnelles indiennes qui sont en train de s'exprimer à leur manière, très joliment. Vous voyez Indie 2000 à droite de votre écran. Ils passeront l'an 2000 un peu plus tard. Hein. Oui, à 19h30 en français, ce sera l'an 2000 pour ce pays qui a franchi ou qui franchira au cours de l'an 2000 le milliard d'habitants pour un pays qui fait à peu près 6 fois la superficie de la France. On va maintenant aller rejoindre Mickaël Darmon, je crois, à Marseille. Mickaël, d'abord, est-ce que vous avez beau temps? Comment ça se prépare pour d'Estienne d'Or, vous, sur le Vieux-Port? Ah oui, le port, visiblement. Sur le Vieux-Port. Ça va bien, Mickaël? Ça va bien. Ouais, va cacher votre joie? Va cacher ta joie. Oui, je cache ma joie parce que le soleil est complètement parti ce matin. Si on était passé à l'heure prévue, il y aurait beaucoup de soleil. Alors maintenant, c'est les nuages. Voilà, sur. Oui? Effectivement, oui. Vous voyez, dès que vous dites des méchancetés, le faisceau nous lâche. Il va falloir... Comment? Non. Mickaël, reprenez, vous êtes à l'antenne. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que ici sur le Vieux-Port, qui en fait est le très vieux port de Marseille, on a choisi donc de placer les festivités de cette fin d'année, de millénaire, sous le signe du 26e centenaire de la ville donc de Marseille, qui va se conclure donc ce soir. Alors ça va être le symbole donc de l'arbre de l'espérance, une immense opération qui a commencé ici depuis plusieurs mois, qui va être formée par 280 000 feuilles, 280 000 noms de Marseillais, pour symboliser bien tout simplement la cohabitation, les origines, l'immigration qui ont aussi formé cette ville. Vous le voyez avec cette association surtout Marseille Espérance qui réunit chaque mois tous les dignitaires religieux de la ville. Vous les voyez ici défiler aux dernières répétitions. Et ce symbole, écoutez même, se traduit de cette manière-là puisque ce soir, pour des raisons religieuses,
la communauté juive va être absente. Alors regardez ce qui va se passer. Je voudrais une formule. Je lirai le message du grand rabbin à la place de la communauté. D'accord. Donc c'est le musulman. C'est parce que c'est pas les musulmans, c'est Marseille Espérance. C'est pas les musulmans, c'est Marseille Espérance. Il y a un membre de Marseille Espérance qui va lire le message des juifs parce qu'ils ne peuvent pas être là pour des raisons religieuses. C'est ce que permet Marseille Espérance. Et concernant les festivités en elles-mêmes, est-ce qu'on attend beaucoup de monde sur le Vieux-Port? C'est un peu l'esprit, ces festivités, voilà, ici sur le Vieux-Port, pardon. Est-ce qu'on attend des festivités en particulier, des jeunes qui vont descendre dans la rue Non, pas trop. Alors ici, la mairie est partie du principe, elle avait peut-être un petit peu vu les choses bien avant, que les Marseillais vont plutôt rester en famille ou en fête privée. Alors il y aura un spectacle qui va durer de 19h à 20h, cours d'Estienne d'Or, pas loin d'ici, qui va être donc la symbolique des enfants des quartiers marseillais qui vont défiler et faire un ballet. Et puis il y aura ensuite 4 feux d'artifice à minuit et Marseille fêtera ainsi le passage à l'an 2000. Eh ben, très bien, merci Mickaël. À bientôt Mickaël, on se retrouvera justement en 19h pour ce spectacle. Ils ont gardé Pires, c'est sûr. On va retrouver Anne Mourgue, très joliment enveloppée. Ça va bien Anne? Ah mais la roue tourne en direct de Lille. Voilà, ça va très très bien sur la grande place de Lille. En fait c'est ici, là où on se trouve, que vont se concentrer un petit peu les festivités ce soir à Lille. Sur la grande place, pour l'instant les gens commencent à arriver, c'est pas encore la grande foule, mais on sent que la tension commence à monter, les gens commencent à se préparer, on sent qu'il va bientôt se passer quelque chose. En fait ça va commencer vers 18h avec un premier feu d'artifice et puis l'inauguration un petit peu symbolique de la nouvelle mairie qui a été rénovée. Et à 20h ici sur la grande place va commencer une grande fête où toute la population est invitée à venir pour danser, il y aura des musiciens bien évidemment, il y aura un orchestre, il y aura plein de choses qui va se passer, les gens vont venir vraiment faire la fête. Et à minuit il y a quelque chose d'un petit peu amusant, la grande roue que vous voyez derrière moi, il y a un concours qui a été lancé et le but du jeu c'est d'être à minuit pile pour la première seconde du nouveau millénaire tout en haut. Donc les paris sont ouverts, s'il y en a qui sont intéressés évidemment. Non. Quel temps fait-il à Lille là? Quelle température? On croise les doigts pour le moment, il fait pas très chaud mais ça va et surtout il pleut pas. D'accord, il y a du monde dans les rues déjà? Est-ce que vous sentez une Il commence à y avoir un petit peu de monde dans les rues, pas énormément parce qu'en fait tout se concentre un petit peu plus tard comme je vous le disais. Donc pour l'instant c'est un petit peu l'attente, on se prépare ici, on se prépare aussi dans d'autres endroits de la région. Vous pouvez nous montrer vos manchons Anne? Regardez, regardez comme elle est mignonne. C'est l'an 2000, comme ils disent à Marseille, et comme ils savent faire la fête à Lille. Merci beaucoup. On vous retrouve un peu plus tard. À très bientôt. On va retrouver Thierry Curtet qui est à La Rochelle et la diocèse si c'est important car La Rochelle a beaucoup souffert, comme les Charentes-Maritimes, comme l'ensemble du littoral de cette région. Thierry, on a quand même envie de faire un peu une célébration pour cet an 2000. En tous les cas, ici, le réveillon n'est plus véritablement une priorité parce qu'il y a d'autres soucis, comme vous pouvez l'imaginer. La Charente-Maritime est un véritable concentré cette fin de semaine des différents fléaux qui ont touché la France. La tempête a tué, ici c'est même le département le plus touché. Il y a eu 13 morts, 120 000 foyers passeront un réveillon aux bougies, 40 000 autres foyers seront privés ce soir d'eau. Le bilan économique de cette catastrophe est pour l'instant infaisable. Deuxième fléau, les inondations. Elles touchent le sud du département. Elles sont bien évidemment consécutives à la tempête. Et puis le troisième fléau, celui-ci, il menace, c'est le pétrole de l'Erika qui a déjà moucheté, taché toutes les plages de Vendée. Et maintenant, ce pétrole, eh bien, il menace les plages de l'île de Ré et les plages de l'île de Léron. On a déjà relevé des traces de résidus sur ces deux îles sans que l'on sache véritablement s'il s'agit du pétrole de l'Erika ou si c'est un pétrolier ou un cargo qui en a profité de la marée noire pour nettoyer ses cuves au large. Donc pour l'instant, franchement, on n'a pas beaucoup envie de rire et il y a quand même quelques bonnes nouvelles. Par exemple, la météo qui est pour l'instant très clémente, les coefficients de marée sont faibles. Ces deux facteurs permettent un nettoyage plus rapide des plages. Alors, malgré tout, il est sûr qu'on fera un peu la fête, au moins pour se changer les idées. Et puis, je suis sur le port des Minimes et vous allez constater derrière moi, sur la caméra de Jacques Hubinet, que l'on soulève des bateaux, on essaye de les remettre à l'eau parce que
la tempête est arrivée à un moment où la marée était au plus haut, et les digues, évidemment, lorsque la marée est au plus haut, eh bien, les digues protègent beaucoup moins bien les bateaux, et un grand nombre de bateaux du port des Minimes se sont retrouvés projetés sur la côte et drossés sur les rochers. Donc pour l'instant, on essaie de les remettre à l'eau. On fera la fête sans doute un petit peu plus tard. Une partie des festivités a d'ailleurs été annulée. Le feu d'artifice commencera lui vers 23h30, mais tout ce qui devait avoir lieu avant a été annulé. Alors effectivement, et on l'a vu, Jean-Luc et Thierry, je suppose que vous l'avez entendu, les Rochelais devaient être sensibles. Il y a beaucoup de signes de solidarité à l'égard des habitants des Charentes-Maritimes qui sont particulièrement touchés. Je pense aussi au Limousin ou dans d'autres régions de France qui sont les victimes de cette destruction par les éléments. Donc à plus tard la Rochelle, à plus tard Lille, Marseille et d'autres villes françaises que nous suivons. Et puis il y a également nos petites caméras à nous qui sont en fait les téléphones que nous aurons d'ici quelques mois ou d'ici quelques années. Une sorte de visiophones avant de trouver un nom un peu plus joli qui nous permet d'être en direct avec différents coins de la France par l'intermédiaire de Clémence. Exactement Jean-Luc. Et là une petite caméra qui est placée à un endroit un petit peu particulier au CHU de Bordeaux à la maternité. Et là on va retrouver Linda. Bonjour Linda. Bonjour Linda, vous êtes en direct sur France 2. Vous avez déjà eu un bébé? Non, c'est le premier. Et vous êtes en salle de travail là, c'est ça? En salle d'accouchement. Mais le travail a été fait Non, toujours pas. J'ai perdu les os il y a plus de 24 heures et on attend toujours les contractions. Bon, on le voit pas très bien votre bébé là, montrez-le nous. Ah oui, il commence quand même à se préparer pour le grand saut lui. Hein. Est-ce qu'il va attendre l'an 2000 pour arriver, vous pensez? J'ai l'impression que ça fait déjà 2 jours qu'on attend et il n'y a rien cet après-midi, donc ça devrait être provoqué demain. Vous avez pensé avec votre compagnon? Vous avez pensé avec votre compagnon? Est-ce que vous aviez imaginé avec votre compagnon que ce bébé serait peut-être l'un des premiers de l'an 2000? Non, parce qu'il était prévu pour fin janvier, donc il nous fait la surprise, voilà quoi. Il arrive un peu plus tôt que prévu. Eh bien, on prendra contact avec vous un peu plus tard. On continue notre tour de France. Merci, bon travail, si je peux me permettre. Et restez avec nous sur France 2000. Nous restons en contact avec vous. Exactement. Alors, bon réveillon. Merci à tout à l'heure. Bon réveillon à vous. Maintenant, on part à Requista. On va aller à la salle des fêtes. On va voir ce qui se passe. Tout à l'heure, c'était plutôt calme. Alors, on part Requista. Exactement, dans l'Aveyron. On mange du fromage corse. Alors, c'est Cathy, c'est ça? Bonjour Cathy. Oui, bonjour. Oh, dites donc, c'est décoré derrière vous. Qu'est-ce que vous faites? Alors nous sommes en train de terminer la décoration des rideaux. Oui. Nous avons fait hier soir toute la décoration des tables, des bouquets. Nous allons décorer les fenêtres tout après. Et pour la nourriture, tout ça, c'est prêt, ça y est? Ou c'est pour plus tard? Un peu plus tard. On va s'y mettre juste après la décoration. On attaque la nourriture après. Ah, ça fait très décoration de Noël quand même. Oui, ce Noël réveillon, c'est pas loin. Bon, voilà. Eh bien, écoutez, on vous voit sûrement plus tard. Bonne préparation. Merci beaucoup. Merci Clémence. On continuera à faire ce tour de France, des lieux de France et du monde entier par ces liaisons téléphoniques. Donc il y a tout petit décalage quelquefois d'images de son, mais ce sont les transmissions futures. C'est ce que nous aurons dans très peu de temps chez nous. Ce sont les nouveaux téléphones. Voir et téléphones, entendre ceux à qui nous pourrons parler. Jean-Luc avec Julie, je crois. Absolument. D'abord, juste pour vous dire que grâce à ces caméras, on sera dans quelques instants en direct avec le Pouliguen, donc tout près de la Baule, et avec Loïc Perron qui pourra débattre en direct avec Dominique Voynet qui va venir nous rejoindre sur ce plateau pour une discussion sur l'avenir de la Terre, toujours en partant de la base de ce sondage IFOP commandé par France 2. Et puis tout au long de cette journée, Julie Renaud, bonjour Julie, va venir perturber le bon déroulement de cette opération France 2000 en nous présentant quelques réveillons insolites, quelques objets très 2000, et puis également le service internet de France 2, www.france2.fr durant cette opération France 2000. France 2 met à disposition son site pour tous ceux qui ont souffert de la tempête ces jours derniers. On peut se donner des conseils les uns aux autres et puis évidemment dire de quoi on souffre et de quoi on a besoin. C'est aussi des infos plus amusantes, plus insolites concernant tous les passages à l'an 2000. La fête quand même, Julie. Oui, la fête quand même. Il y a plein d'infos sur le web concernant le passage à l'an 2000. Et moi, je vous ai fait une petite sélection quand même, parce qu'il y a du rigolo, il y a du décalé, il y a d'extraordinaire. Et alors, par exemple, quand vous baladez sur le web, il y a énormément de choses sur le bug. Alors, sur le bug, par exemple... Le bug, exactement. Alors là, on va dire anglophone, parce que justement, les sites les plus hallucinants, ce sont aux États-Unis, parce que là-bas, il y a une véritable parano. Donc, vous pouvez vous procurer pas mal de petites choses. Donc, vous voyez là, par exemple, le kit de survie. Alors, vous vous procurez ce petit kit de survie. Vous recevez vos petites mallettes, je reçois ma mallette, alors dedans vous avez une lampe torche, si je n'ai plus d'électricité, vous avez une boussole, si je ne sais plus où j'habite,
C'est une espèce de, je suis pas très bricoleuse, mais ça c'est c'est un compas, c'est une espèce complet, d'outil ça, ouais. multifonction, vous voyez, hein, si vous êtes enfermé dans votre cave avec boîte de conserve, etc. On a vu une reconnaissance alors, de la vente des armes aux États-Unis récemment, une espèce de psychose ambiante, comme oui, il s'est une passé vraie à psychose, Seattle. une vraie psychose. Alors si vous avez vraiment très peur, justement, Jean-Luc, hein, C'est mon genre, j'ai ouais. quelque chose pour vous réconforter. Je peux pas montrer, moi. Regardez si c'est pas mignon. Alors, qu'est-ce que c'est Une petite exactement ça peluche, c'est le bug en plus. Ah, c'est le bug qui ça veut dire existe. cafard, donc voilà, Ah oui, c'est ils ont un fait bug, c'est un des cafard, des petites peluches. Mais le meilleur, c'est quand même ça. Alors ça, c'est terrible. Alors, ça, c'est un tube. Vous voyez, c'est la Minélinube Jelly. Alors ça, c'est un tube. Et puis, on vous explique donc que c'est une sorte de produit pour le corps, hein, pour calmer la peur, et que ça lubrifie la peau. Donc ça vous permet de glisser en douceur dans le nouveau millénaire. Vous voyez, ça va loin quand même. Hein. D'accord. Hein, Et si tout vous voulez ça voir sans la aucune consonance absolument pas, mais si vous voulez absolument voir pas. la tête de l'allumé qui fait ça, voilà, c'est lui, il y a plein d'infos sur lui et son site est complètement azimité, s'appelle on peut le Johnny dire. Il s'appelle Johnny Cancer. Loves You même, Johnny Loves on le You. surnomme comme ça. Who is Johnny, avec sa biographie, etc. On vous retrouve un peu plus tard. Je lis la parole à Claude Sérillon et ses invités sur l'avenir de la Terre. Claude, c'est important. L'avenir de la Terre, c'est presque un grand titre. Laurence Parisot, dans le sondage que vous avez réalisé pour France 2 et pour cette émission exceptionnelle et très très longue, nous allons poursuivre jusqu'à demain 14h. Il y a donc tous les thèmes d'environnement et de santé. Alors on va voir les réponses fournies par les Français. Oui, alors d'abord, je crois qu'il faut dire une chose, c'est que quand on demande aux Français ce qu'ils souhaitent pour eux personnellement en premier, là, pour cette année 2000, la réponse qui écrase toutes les autres est le souhait le plus communément... Vous inquiétez pas, c'est Jean-Luc Delarue qui vient s'installer. Oui. Le souhait qui est le plus communément partagé, c'est d'abord d'être en bonne santé. La santé, c'est la chose vraiment primordiale. Et à l'intérieur de cette question sur la santé, quand on essaye de hiérarchiser les désirs, les souhaits de guérison, eh bien, c'est le cancer qui arrive en premier, puis le sida, qui est cité ensuite en deuxième position. Là, on passe à une autre question qui est une question sur l'environnement. Sur l'environnement. Alors, on n'a pas fini. Les maladies cardiovasculaires. Alors, sur la santé, je crois il y a une ou deux choses à dire. Donc, c'est le cancer à 44% et le sida à 32% qui sont cités très fortement. Alors que les maladies cardiovasculaires, qui me semble-t-il, mais on verra avec les spécialistes à l'air, est un facteur de mortalité plus grand, en tout cas par exemple que le sida, c'est clair, n'est cité qu'en troisième position. Je crois qu'on pourra peut-être poser une question, c'est qu'est-ce que la bonne santé aujourd'hui ? Car de nombreuses études faites à l'IFOP montrent que la santé, c'est pas forcément ne plus avoir de maladie, mais c'est savoir supporter ses propres maladies. Et c'est pour ça que là, on pourrait peut-être voir une autre question qui est sur la science en général. Les vœux absolus des Français, si on peut sur dire. La science, j'aimerais bien qu'on passe le tableau sur la science. On va voir que la santé a une importance prépondérante donc, pour nos concitoyens. Mais écoutez, sur la science, le tableau ne passe pas, mais il faut dire une chose, c'est que ce qu'on demande avant tout à la science, c'est d'être justement au service de la santé. Ce qu'on demande à la science, c'est d'abord de nous aider à ne plus supporter les douleurs, à mieux supporter les douleurs. Donc la suppression de la douleur est quelque chose de tout à fait important. Et c'est plus ça que des rêves absolus, par exemple, de longévité. On veut vivre vieux, mais vivre vieux dans de bonnes conditions physiques, tout à fait. Et pas forcément repousser l'âge de limite de la mort. Ça c'est valable pour les pays riches. Hein. Ah, évidemment, attendez, c'est une question auprès des Français sur leur désir pour les années 2000. On a le professeur Montagnier qui est avec nous, peut-être qu'il peut réagir d'abord à ce sondage. Bon, voir que le sida est en deuxième position, Madame la Ministre aussi, vous aurez peut-être votre mot à dire. C'est important, ça a progressé par rapport à ces dernières années. La conscience est bien présente, mais si on parle des traitements, professeur, vous qui avez été un des premiers à découvrir ou isoler le virus, est-ce qu'on peut dire que dans les 10 années qui viennent, on saura, alors dans un premier temps dans les pays occidentaux bien sûr, guérir cette maladie qui fait le plus peur à la jeune génération? Guérir peut-être pas, mais en tout cas stabiliser à un niveau assez bas l'infection, de façon qu'elle soit supportable. À quelle échéance? Ça, on y arrive déjà par la trithérapie. Seulement, la trithérapie est difficile à supporter et puis surtout, elle n'est pas accessible à 90% des patients. Et vous étiez venu nous dire à un journal de 20 heures que la trithérapie était même un peu limitée, que certains étaient obligés de passer à des multithérapies. Absolument, il y a de plus en plus de encore plus de médicaments. Absolument, il y a de plus en plus de virus qui sont résistants et on risque des épidémies secondaires du fait que les gens qui vivent peuvent propager leur virus, du fait qu'ils sont
traiter et ainsi infecter d'autres personnes avec des virus résistants. Des virus qui mutent en fonction de qui mutent effectivement, qui deviennent résistants au traitement. Ouais. Je voudrais quand même revenir sur le sondage. Là, je crois que les deux maladies phares sont effectivement le cancer et le sida, parce que dans l'inconscient collectif, c'est des maladies qui frappent. Ce sont des maladies mortelles. Mais les maladies cardiovasculaires aussi. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que le cancer, ça frappe. Et d'ailleurs, le sida remplaçait un petit peu la longue maladie. On mourait autrefois de longue maladie, c'était le cancer. Maintenant, on meurt de longue maladie, c'était le sida. Avec le cancer, je crois aussi, il y a beaucoup de choses à faire. Et ça rejoint un petit peu l'environnement. C'est des cancers qui sont liés aussi à l'alimentation, au comportement, comme le sida d'ailleurs. Donc on peut beaucoup faire. Bien sûr, la science, on peut beaucoup faire par l'éducation, par la formation, par la prévention. Si on jette un coup d'œil sur ce sondage, on va voir qu'apparaissent aussi les maladies génétiques dans les préoccupations des Français. C'est assez nouveau et ça doit intéresser de très près le professeur Jacquard, qui a accepté notre invitation, mathématicien, mais qui a employé des équations mathématiques à la génétique. Les Français souhaitent guérir des maladies génétiques. Ce sera possible dans les 10 prochaines années avec l'arrivée du génome ? Oh, probablement pas avec l'arrivée du génome, et puis de toute façon, le grand danger, c'est d'imaginer qu'on va, au fond, prendre en main tout ce qui est génétique. Effectivement, peu à peu, ça sera possible, mais en même temps, on voit très bien le danger. Le danger, par exemple, de vouloir procréer des enfants zéro défaut. Et ça, c'est catastrophique comme erreur. Parce qu'au fond, moi, ce qui me déçoit dans ce sondage, c'est qu'on parle plus de technique que de science. La science, c'est un outil pour être lucide. Or, personne n'en parle. Être lucide, cela veut dire en particulier mieux comprendre le monde et mieux comprendre la place de l'homme dans ce monde. Et ça mériterait véritablement d'être bien plus diffusé que ça n'est. Alors, c'est propre. Alors dans le livre que vous publiez chez Kalman Levy, qui s'appelle « À toi qui n'es pas encore né », c'est-à-dire vous adressez à votre arrière-petit enfant. Qui naîtra en 2015. Qu'est-ce que vous lui dites, qu'est-ce que vous lui recommandez surtout de ne pas faire, par exemple? Je lui recommande d'être conscient de ce que c'est qu'être un homme, être un membre de l'espèce humaine, et cela veut dire être double. Pour moi. Et ça, c'est de la science, c'est pas de la technique. Être double, c'est-à-dire qu'en moi, il y a le support qui a été fait par la nature, avec un patrimoine génétique plus ou moins réussi, peu importe. Et puis, il y a une personne. Et cette personne, elle n'a pas été faite par le patrimoine génétique. Elle a été faite par les rencontres. Et au fond, on parle toujours de ce qui est génétique et on ne parle pas de la qualité des rencontres. Or, la qualité des rencontres dépend finalement de la façon dont nous vivons ensemble. Et ce que je lui dis à mon arrière-petit enfant, c'est de ne pas faire comme moi, de ne pas être compétitif. Oui, mais de faire comme vous, parce que vous êtes un vrai combattant. Quand on vous voit avec Léon Schwarzenberg en train de vous battre dans les rues contre les flics, contre les gens qui ne veulent pas donner un logement aux autres, on se dit que votre message, c'est surtout continuer à vous battre, surtout, non ? Continuer à vous battre, pas nécessairement pour le plaisir de se battre, mais pour obtenir quelque chose. Le jour où effectivement, par exemple, le gouvernement fera des réquisitions des appartements vides, bien on ne se battra plus pour l'obtenir puisqu'on l'aura obtenu. Donc le but n'est pas de se battre, c'est d'obtenir. Et obtenir que, enfin, tout le monde soit respecté. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Monsieur Jacquard, excusez-moi, juste un mot quand même sur ces maladies génétiques, parce que tout le monde ne sait pas très bien ce que c'est, le génome non plus. On voit que 6% des Français mettent en première importance de guérir ces maladies génétiques. Quelles sont-elles? Qu'est-ce que le génome? Et qu'est-ce que le génome nous permettra de guérir? Un petit point technique, s'il vous plaît. Bon, en gros, chacun d'entre nous a 100 000 gènes. Parmi ces 100 000 gènes permettent, en gros, l'ordre de grandeur, de fabriquer tous les produits qui sont à l'intérieur. Et naturellement, de temps en temps, cette fabrication n'est pas rigoureuse dans une chaîne de protéines, mais au lieu de mettre un bon acide aminé, on met un mauvais acide aminé, enfin, bon, un mauvais, au lieu de mettre celui qui fait fonctionner l'ensemble, on en met un autre. Et de temps en temps, c'est catastrophique. Alors, bien sûr, le jour où on pourra remplacer le mauvais acide par un bon, je suis pour. Et ça, le génome pourra nous l'apprendre, pourra nous dire, là, il y a un carte du génome. Il y a en gros 100 000 gènes, d'ordre de grandeur, avec 3 milliards de bases que l'on connaît peu à peu et que l'on connaîtra bientôt. On a tous des gènes un peu de travers, quoi. Ben, de temps en temps, c'est quand les gènes se mélangent, souvent, que ça donne un bébé qui a des maladies. Oui, mais on est tous de travers. Oui. Il faut se présenter comme des primates, et en tant que primates, nous sommes plutôt ratés. Nous ne sommes pas des primates zéro défaut. Un primate, il doit avoir une longue queue pour pouvoir se balancer dans les arbres. Voilà, on n'a pas ça. Un primate, il doit avoir une naissance d'enfant plus ou moins facile. Or, nous avons des naissances difficiles à cause d'une taille de cerveau
abusivement grande et un bassin des femmes beaucoup trop petit. Bon, ça fait partie des défauts de notre espèce. Mais notre espèce, comme toutes les espèces, a beaucoup de défauts. Mais il faut faire avec. Et je crois que c'est ça que je dis à mon arrière. Il faut faire avec la péridurale, par exemple. Tu as plein de défauts, mais ces handicaps, tu vas en faire des moteurs. Ça aussi, c'est une leçon politique. Transformer les handicaps en moteurs. Et ça s'apprend à l'école. Merci, M. Jacquet. On continue à parler de l'avenir. Cette fois, on va se pencher sur l'environnement. Est-ce que vous avez un petit mot à nous dire avant de donner la parole à M. Binde et évidemment à Mme le ministre? Sur les questions d'environnement, ce qui est très clair, c'est que ce qu'on souhaite avant tout, c'est non pas de créer ou d'inventer de nouvelles choses, c'est d'abord soit de réparer, soit d'améliorer le quotidien. C'est-à-dire, avant tout, on est très lucide, on voudrait, sinon éliminer, en tout cas réduire la pollution, mais on préfère ça à essayer, de créer de nouvelles espaces animales et végétales. C'est-à-dire qu'on veut avant tout gommer les destructions dont on a pris conscience ces dernières années. Donc supprimer la pollution est le premier des souhaits, garantir la qualité de l'alimentation avec tout ce qui est génétiquement modifié et qui fout la trouille, la couche d'ozone évidemment. La déforestation, c'est également l'actualité de cette semaine, les nouvelles sources d'énergie, créer de nouvelles espèces. Bon, beaucoup de propositions de la part des Français, mais en tout cas, un débat qui doit forcément s'inscrire dans l'actualité de cette semaine. Monsieur Binde, vous êtes directeur de l'Office d'analyse et de prévision de l'UNESCO. D'abord un mot sur la tempête ou les deux tempêtes, comme on les appelle en France, qui ont ravagé la France dimanche dernier. Est-ce que pour vous, c'est le hasard ou est-ce que le dérèglement climatique dont on parle souvent peut provoquer des phénomènes tels que celui-ci? Bon, je crois qu'on ne peut guère parler de hasard. D'ailleurs, les grandes compagnies d'assurance étudient de plus en plus l'augmentation tout à fait incroyable de ces risques au cours des dernières années. Et d'ailleurs, nous évoquons en fait cette multiplication, cette sorte d'épidémie, entre guillemets, de catastrophes naturelles. C'est-à-dire que l'année dernière, le mot couvreur, le mot électricien ou le mot assureur, fallait l'oublier. Hein. Oui, absolument. Donc, mais vous savez que nous avons publié un rapport prospectif mondial avec Frédéric Omayor qui s'appelle Un monde nouveau, qui est publié chez Odile Jacob, et nous évoquons en fait la multiplication de ces risques au cours des dernières années. Il suffit de d'ailleurs les journaux sont très clairs. Et je crois qu'il y a d'ailleurs là quelque chose d'extraordinaire qui se passe, c'est qu'autrefois on se moquait un peu de l'opinion, vous voyez, populaire, selon laquelle le climat se détraquait, mais là, en réalité, il y a une rencontre étonnante entre un sentiment populaire et le sentiment des experts. Ce qui est frappant dans les différents rapports de l'UNESCO depuis tant d'années, c'est qu'à chaque fois, vous semblez avoir une vue relativement juste des choses qui vont arriver, mais ça ne sert pas à grand-chose, au fond. Ah, écoutez, nous espérions que ça devrait servir à quelque chose. D'ailleurs, Dominique Voynet est là avec nous et le problème, bien sûr, c'est l'influence de la prospective et des travaux des scientifiques sur la décision politique. Le problème, c'est la volonté politique, c'est certain. Mais je crois que si nous diffusons beaucoup plus ces informations, eh bien, cela changera quand même quelque chose, car l'opinion publique peut se modifier, et si l'opinion publique se modifie, eh bien, elle fera pression sur les dirigeants politiques. Quelles sont les principales prévisions qu'a envisagé l'UNESCO d'après toutes les études qui ont été faites? Par exemple, le fait que la banquise fonde de 23 000 km² chaque année, est-ce que ça fait vraiment monter les eaux? La Loire va peut-être battre son record historique demain ou après-demain. Est-ce que ça peut être directement lié? Oui, la fonte de la banquise, voilà, ce sont des indices qui sont maintenant qui font qu'il n'y a plus guère de scientifiques dans le monde qui remettent en question l'hypothèse du changement climatique planétaire. Simplement, les scientifiques qui étaient hostiles à cette hypothèse maintenant tendent à la minimiser, mais la fonte de la banquise, n'est-ce pas, dans l'Arctique, dans l'océan Arctique, mais aussi la fonte des glaciers que l'on peut constater dans les Alpes, ou que l'on peut constater dans l'Himalaya, ou dans la cordillère des Andes. Et de monter le niveau des océans, ça, nécessairement. Ah, mais bien sûr, d'ailleurs, il y a déjà des mesures, n'est-ce pas, sur la hausse du niveau des océans. Pour l'instant, elle est fort limitée, mais malheureusement, il s'agit d'un effet un peu, disons, boule de neige. Et dans les prochaines décennies, cette hausse des océans pourrait atteindre certains qui seront les premiers menacés. 1 mètre. Et on peut imaginer, n'est-ce pas, qu'il y aurait 1 mètre. Il y a une cartographie qui est faite, et mon cher Jean-Luc, il faudra regarder Géopolis, dimanche sur France 2 à midi. Nous avons 2 numéros là-dessus, où effectivement il y a des prévisions assez catastrophiques, notamment pour le Bangladesh. Oui, absolument. Qui posera d'énormes problèmes, parce que les populations et les millions de gens seront reculés. On arrive à un problème difficile. En effet, on a d'une part des phénomènes globaux de grande ampleur, dont les scientifiques et les experts discutent depuis très longtemps, en se lançant des chiffres à la figure, et puis de l'autre côté des conséquences extrêmement disséminées qui concernent des millions et peut-être des milliards de personnes bientôt, avec le risque de déresponsabilisation générale, chacun se posant simplement la question de savoir comment il va s'adapter à cette nouvelle donne. Donc on peut, pour ce qui nous concerne, par exemple, constater à la fois une série d'événements qui constituent au minimum une coïncidence troublante et sans doute des indications très, très claires
en faveur donc de ce changement climatique de grande ampleur, et de l'autre côté, la nécessité d'en tirer des décisions politiques, effectivement. Mais et moi, ce que je constate, c'est qu'au moment de prendre ces décisions, on continue à hésiter. Pardonnez-moi, je vous coupe la parole, c'est la règle du jeu de cette émission particulière de France 2000. Nous sommes en direct avec Israël. Vous avez là le coucher de soleil qui s'inscrit sur votre écran, sur le mont des Oliviers, là même où la foule s'est réunie, là où Jésus a été arrêté par les soldats romains lorsque Judas l'a embrassé pour le désigner, pour désigner le coupable. Et si ce soir à minuit, donc quelqu'un vous embrasse, méfiez-vous. Mais c'est vrai que beaucoup de croyants, mais également pas mal de timbrés, se sont massés sur cette colline. Certains pour communier et d'autres pour espérer le véritable retour du Christ. Donc le soleil se couche actuellement sur le mont des Oliviers. C'est une très belle image que nous envoie la télé israélienne. On aura beaucoup de couchers de soleil et beaucoup de levées de soleil pendant 24 heures. Je vous reprends, Dominique Vanel, sommet de Rio, Kyoto, tout un tas de choses. On prend des résolutions. Et au fond, on a permis à des pays qui polluent beaucoup de s'échapper de toute réglementation en payant. C'est-à-dire que certains préfèrent payer. Justement, on n'a pas permis, et jusqu'à preuve du contraire, la communauté internationale résiste en disant, avant de mettre en place des permis à polluer qui vont permettre aux pays les plus riches et les plus responsables de cette pollution de s'exonérer de toute responsabilité, mettons en place les mécanismes, notamment les transferts de technologies, qui vont permettre aux pays en voie de développement de ne pas reproduire les erreurs qu'on avait réalisées au même stade de développement. Mais soyons très concrets. Jérôme Bindé vient de signaler l'augmentation du niveau des océans. Vous avez cité le Bangladesh, et c'est vrai que nous savons qu'il y a des quantités phénoménales d'êtres humains qui vivent concentrés sur des bandes de terre qui sont régulièrement inondables. Et qui sont souvent en dessous du niveau de la mer. En dessous du niveau de la mer. Alors quand j'entends par exemple certains scientifiques, moi je crois à la science, mais je ne crois pas qu'on pourra résoudre tous les problèmes par les progrès de la science et de la technologie. Donc quand j'entends certains scientifiques nous justifier l'utilisation massive des organismes génétiquement manipulés par la nécessité de nourrir le tiers-monde, je dis attention, l'essentiel des solutions dont nous avons besoin sont des solutions de bon sens, de prévention, de précaution. C'est pas la fuite en avant qui constitue la solution. Albert Jacquard, vous vouliez ajouter quelque chose ? Je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Au fond, on pose le problème. Le rôle de la science, encore une fois, c'est d'apporter de la lucidité, de bien poser les problèmes. Le problème, c'est celui que je pose à mon arrière-petit-enfant, lui dire, nous allons être 8 milliards d'ici 25 ans. Comment vivre à 8 milliards sur une petite planète ? Cette petite planète, on la connaît bien maintenant. Il n'y a pas longtemps, mais maintenant on la connaît bien. Alors ne faisons pas de sottises. On connaît le climat, on connaît les... Vous en mangez, vous, des maïs transgéniques, des tomates génétiquement transformées ? Vous en mangez, je ne sais pas si c'est dangereux, mais en tout cas... Vous en mangez, vous? Alors, j'espère ne pas en manger. En tout cas, ce que je sais, c'est que ceux qui prétendent que c'est comme ça qu'ils vont guérir la faim dans le monde nous trompent et ils disent un mensonge. Parce que s'il y a des enfants qui meurent de faim, c'est pas parce qu'on manque de nourriture, c'est parce qu'on ne sait pas la répartir. Par conséquent, c'est un problème politique et pas du tout technique. D'accord, très bien. Deuxième volet de notre débat, si vous permettez. On avance et tout le monde peut intervenir, mais nous sommes en direct du Pouliguen. C'est une de nos caméras visiophones installées spécialement par France 2000, avec un de nos camarades en direct de la Baule. J'ai un copain là-bas, c'est Gérard Lanvin, mais un autre aussi, c'est Loïc Perron. Bonsoir Loïc, vous êtes les mains dans le... Bon, elles sont propres aujourd'hui, mais elles ne le sont pas toute la journée. Il y a du boulot à la Baule. Le pétrole est arrivé. Vous êtes en direct avec Madame Voynet, si vous les exprimez. Nous dire bonjour d'abord et vous parlez directement avec elle. Bonjour à tous. Salut Loïc. Madame Voynet est déjà passée à la Baule, mais heureusement la commune de la Baule et la plage n'est pas trop touchée. C'est plutôt le Pouliguen. Là en ce moment, je suis dans la salle des fêtes du Pouliguen. Et la Côte Sauvage aussi. Les bénévoles vont se réunir ce soir comme partout dans le monde, évidemment, pour fêter ça, mais on les a tous vus depuis une semaine. Sur la plage, sur toute la côte du Pouliguen et du Croisic, c'est assez catastrophique, forcément. Il n'y a pas qu'ici, hein. On sait bien qu'il y a quelques centaines de kilomètres de côte. Mais en tout cas, c'est juste au pied de ma maison. Ça, c'est pas du tout personnel comme point de vue, mais en tout cas, tous les matins et tous les soirs, on descend avec les enfants pour essayer de gratter les petits cailloux à une échelle microscopique. Et on en a pour des dizaines d'années, à mon avis. Vous avez une question à poser, Madame la Ministre ? Oh, la pauvre doit être débordée par beaucoup de phénomènes, on l'a vu. Il n'y a pas que celui-là. C'est vrai que quand on ne regarde que devant, au pied de sa petite maison, en ce qui concerne le Pouliguen, c'est vrai que c'est tout noir. Mais on habiterait au Bangladesh, ce serait pas joli non plus à voir. Il est clair que c'est un gros problème mondial, je suis bien d'accord. Et que la pire des espèces sur cette planète, c'est quand même bien l'homme, mais il n'y a pas photo pour ça. L'année 99 se termine donc par une marée noire sur la côte atlantique, par les deux tempêtes qu'on a traversées. Comment vous expliquez que votre attitude a été mal perçue, Dominique Voynet, ces derniers jours? Les journaux vous ont pas loupé, hein? Non, mais je crois que j'ai fait des erreurs de communication, comme on dit.
peut-être en sous-estimant d'emblée l'émotion et aussi peut-être le ressenti de ce qui est bien une catastrophe écologique. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de paradoxal. Par exemple, la catastrophe écologique, elle concerne aujourd'hui les oiseaux d'abord, et puis les vasières, les marais, des zones que les êtres humains connaissent peut-être un peu moins bien que les plages ou que les côtes rocheuses où ils vont pêcher l'été. Nous sommes tout à fait démunis pour évaluer à cette heure l'ampleur totale de la catastrophe. Je crois qu'il faudra plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois, pour dresser un bilan complet. Donc nous sommes en train de rassembler jour après jour des éléments et puis bien sûr de maintenir une mobilisation très forte pour restaurer au maximum. Quelle a été votre erreur de communication alors? Je crois que j'ai été trop rationnelle, mais vous savez, je vais vous dire les choses de façon très simple, très naïve peut-être, très honnête aussi. Il se trouve que je suis médecin anesthésiste réanimatrice de profession et que j'ai vécu beaucoup d'appels sur des lieux d'accident où il y a des morts, du sang, de la douleur, de la panique, et où ce qui est demandé d'abord au médecin anesthésiste, c'est de ne pas perdre ses nerfs aussi. Et je crois que c'est ce qui m'est arrivé. Je suis allée sur place. Et je me suis dit, bon, si quelqu'un doit rester calme dans cette affaire, si quelqu'un doit ne pas céder à la panique et à l'hystérie, c'est toi. Et peut-être que ça a été perçu comme une insupportable distance par rapport au ressenti par les gens, par rapport à leur détresse, et aussi peut-être à leur sentiment d'être abandonnés à un phénomène qui les dépassait. Loïc est toujours avec nous. Loïc, si tu veux intervenir, si vous voulez intervenir, comme vous voulez. Bien sûr, non, je voulais juste... Ce qui est important, c'est cette mobilisation dont vous parliez, Madame la Ministre, mais il est vrai que dans tous les grands problèmes de société, on s'aperçoit qu'il y a toujours un phénomène dont on parle énormément. En ce moment, c'est parfait, on a du 2000 partout sur la tête, donc on ressasse les grands problèmes de la planète, mais il sera judicieux de, tous les jours, de bien comprendre que, pour ce petit cas particulier de cette petite marée noire, vue de la Lune, elle n'est pas grande, hein, c'est vrai, il va falloir, pendant des années, dire à nos amis parisiens qui aiment bien venir au Pouliguen, au Croisic, à Édic, un peu partout, de venir avec des seaux, des pelles, des cirés. C'est des petits problèmes tout petits, mais il va falloir y penser pendant des années. Vous savez, quand on monte en Bretagne Nord, ça fait 20 ans que le Torrey Canyon, Calamococalis, pardon, a perdu beaucoup plus de pétrole. Quand on creuse à 50 cm sous le sable, c'est toujours tout noir. Toujours du noir, oui, tout à fait. Donc il faut vraiment avoir cette conscience de la durée. Vous l'avez forcément, tout le monde là. Mais en ce moment, c'est un effet de mode, la marée noire, on est d'accord. C'est un effet d'actualité. Moi, je suis d'accord avec Loïc Perron. Le moment le plus sensible, ce sera quand les caméras seront retournées à Paris et quand on aura... Ça commence déjà. Quand on sera en but à l'exaspération de se dire est-ce que je vais vraiment aller en Bretagne ou en Vendée cet été, est-ce que je vais prendre ce risque de tacher ma serviette avec du fioul? Et là, il faudrait être aux côtés des gens qui vivent là. Vous avez reçu Monsieur Desmarais. Vous avez le sentiment qu'effectivement, vous avez capacité politiquement à lui imposer quelque chose, parce qu'au fond, juridiquement, il peut faire traîner les choses, il n'est pas obligé de payer. Est-ce que politiquement, vous avez les moyens de l'obliger? Le moyen le plus efficace aujourd'hui, c'est manifestement la pression de l'opinion publique, de la population, des journalistes, pour dire à M. Desmarais, qui ne le nie d'ailleurs pas, votre responsabilité n'est pas seulement juridique, elle est aussi morale, et nous attendons de vous que vous preniez complètement en charge vos responsabilités pour restaurer l'équilibre de cette côte, d'une part, pour assumer l'indemnisation de ceux qui vont perdre beaucoup, et pas seulement sur le plan économique, et aussi bien sûr pour préparer l'avenir. Je crois que la question est posée de savoir s'il était normal, par exemple, que les grandes compagnies pétrolières cessent de gérer elles-mêmes leur propre flotte, assumant l'ensemble des responsabilités dans la chaîne de la production à la commercialisation. Bruno Perrault disait que la semaine prochaine, il y aurait sans doute moins de bénévoles, parce que ça ne sera plus les vacances. C'est Loïc, son petit frère. Loïc, pardon. Qui est-ce qui va continuer à nettoyer? C'est pas les quelques militaires qui sont déjà sur les tempêtes et autres. Comment est-ce que ces plages vont pouvoir être enfin nettoyées? Alors, je ne fuis pas la réponse, mais vous avez cité le mot tempête et je crois qu'il faut le citer. Les services de mon ministère vont aussi dresser un bilan de ce qui nous apparaît également comme une catastrophe sur le plan écologique. Combien d'arbres sont tombés? On a avancé le chiffre de 300 millions d'arbres en France. Alors le nombre d'arbres, le nombre de mètres cubes, je ne sais pas. En tout cas, le directeur de l'Office national des forêts évalue à une perte d'à peu près 7 années de production. C'est une évaluation à la louche qui devra être affinée au cours des jours à venir. Mais on est là dans la perte économique. Au-delà, il y a évidemment une perte patrimoniale, paysagère, culturelle, humaine très lourde. Il y a des sites exceptionnels auxquels nous sommes très attachés qui ont disparu ou qui sont profondément bouleversés. Vous avez bien répondu, Madame Boinet, mais vous n'avez pas répondu à la question de Claude. Oui, excusez-moi.
à cette heure et avec toute la précaution nécessaire, parce qu'effectivement j'ai peut-être aussi commis l'erreur de faire inconsidérément confiance aux éléments rassurants qui nous étaient fournis par les services d'État et par les experts, à cette heure il semblerait que la plus grosse partie de la pollution soit sur les côtes, sur les plages où il est possible de la ramasser, sur les zones rocheuses où il semblerait qu'elle adhère un peu moins qu'on ne l'avait cru, ce qui permet d'espérer que ça se redécolle et que ça continue à évoluer le long des mers. Je vois Monsieur Perron qui secoue la tête. Ça dépend évidemment beaucoup de la nature des sols, hein, mais il semblerait que ce soit un petit peu moins difficile qu'on l'avait imaginé. Donc je crois que d'ici quelques semaines, et à condition que l'épave de l'Erika ne se rompe pas, on pourrait stabiliser la situation. Ils ont quel âge vos enfants maintenant, il nous faudra mobiliser non seulement les pompiers, la sécurité civile, l'équipement, etc., mais sans doute aussi les effectifs de l'armée et des bénévoles que nous devons gérer dans la durée. Et les bénévoles, c'est aussi les enfants. Quel âge ont vos enfants maintenant, Loïc? Ils sont un peu plus âgés que les héros du professeur Jacquard, bien sûr. Ils sont déjà en âge de gratouiller surtout de s'émouvoir face à tous ces oiseaux. Quel âge à peu près? Vous en verrez vraisemblablement peut-être cet après-midi. Quel âge à peu près pour savoir à quel moment on prend conscience? 9 et 4 ans. Celui de 4 ans par exemple, ou celle, quelle conscience a-t-il ou a-t-elle d'une catastrophe comme celle qui vient d'arriver? Ils n'ont pas la conscience de la surface, seulement de la petite plage sur laquelle ils ont l'habitude d'aller et qui, en l'occurrence, pour l'instant, leur est totalement interdite. On est descendu en botte comme tout le monde et depuis une semaine. Ils n'ont pas, bien sûr, cette conscience de grande surface et de kilométrage énorme. Mais je voudrais dire un mot sur les oiseaux. Parce que il m'a été reproché de m'intéresser aux oiseaux, en disant il y a aussi les ostréiculteurs, les pêcheurs, les agents touristiques, etc. Les oiseaux sont évidemment les premières victimes de la marée noire à cette heure. Et les témoins de l'ampleur de cette marée noire. Toute la semaine, nous avons déployé d'énormes efforts pour trouver des machines pour nettoyer les oiseaux. Il y a 4 machines en France, elles fonctionnent plein pot. 2 machines aux Pays-Bas qui sont déjà en train de nettoyer les oiseaux français. Une machine en Finlande, une aux États-Unis qu'on est en train de rapatrier. Une autre qui est en cours de fabrication à Toulouse dans une installation qui a hélas subi aussi la tempête, ce qui va provoquer du retard. Il a fallu une mobilisation de plusieurs personnes pendant plusieurs jours pour arriver à trouver 3 malheureuses machines qui vont arriver d'ici quelques jours. Il en faudrait une en Turquie, au large d'Istanbul, où il y a des oiseaux qui sont mazoutés. Il en faudrait dans la baie de Maracaibo où c'est pollué également. Il y en a partout. Avec 4 machines en France, on se pensait bien armés. D'accord. Attends, excusez-moi, je vais vous interrompre une nouvelle fois par la suite au direct. J'ai tout le monde entier dans le creux de mon oreille, quoi. Y compris Claude Sérillon. On part pour Hong Kong, effectivement. En direct, Loïc, vous restez avec nous. Une image fugace en direct de Hong Kong qui se prépare au passage du millénaire. Whitney Houston est en direct. 7, 6, et elle est à Perway. En direct de Hong Kong. 2, 1. Et bonne année. Bonne année ou presque, puisqu'il s'agit évidemment à cette heure-ci des répétitions du spectacle qui aura lieu un peu plus tard. Whitney Houston va chanter et on devrait même l'entendre répéter. Nous sommes là en direct, hein. Vous allez voir le laser. Voilà la pyrotechnie qui se prépare à Hong Kong. À Hong Kong. Donc pour l'instant, on voit que les gens sont bien chez eux en tout cas. Partie de la Chine. Le show laser qui est sublime et qui s'accompagne de son, on se tait. On a les moyens à Hong Kong, hein, puisque là ce sont des répétitions du spectacle tel qu'il sera présenté aux habitants dans 1h15 maintenant, puisqu'il sera il passe à minuit à 17h à Hong Kong, absolument, Claude. Ouais. Et on sera en direct avec eux évidemment et avec Whitney Houston. Un dernier mot, mesdames, messieurs, avant de
conclure ce débat un peu rapide, mais on a besoin quand même de prendre un peu le pouls de notre santé, de nos espoirs, compte tenu de l'année qu'on est en train de traverser, mais aussi des événements qui ont traversé notre pays cette semaine. Qu'est-ce que vous souhaitez de plus fort et de plus profond pour cette année qui commence, ou ce nouveau millénaire à un an près? Monsieur Jacquard. Aller jusqu'au bout des causes. Au fond, pourquoi est-ce qu'il y a eu cette marée noire? C'est qu'il y a quelques semaines ou mois, un excellent administrateur de Total a voulu faire des économies et a affrété un bateau pas cher. Et le résultat, c'est que ça coûte des milliards. Donc aller au bout des choses, c'est-à-dire? Eh bien, je crois que la vraie leçon, c'est d'oser remettre en cause les raisonnements économiques à courte vue, myopes, que l'on tient en permanence. Car au fond, Total n'est pas capable de tenir un raisonnement économique sérieux tenant compte de la planète. Il faut enfin comprendre une très jolie phrase de Paul Valéry: le temps du monde fini commence. Mais dans un monde fini, on n'a plus le droit de faire des sottises comme de raisonner en économiste. Alors on va arrêter là. Oui, Jean-Luc, ils disent également pour Valéry, chaque atome de silence et la chance d'un fruit Voilà, mort, donc on va et puis on se retrouve pour l'info. Merci beaucoup. Ok, c'est bon, c'est parti du voyer. À l'américaine, show business. Profil, démarche. Non, t'en connais plus. Oh, le ringard, hein. À l'américaine. T'es plus marré, toi, bâtard. On passe à la blague des nichons. Ouh là là, il faut qu'on nique. Demain soir, Elie Semoun fait son Elie et son Semoun dans un spectacle inédit au Palais des Glaces et sur France 2. Qui n'a pas un jour rêvé du nouvel Opel Frontera, avec son moteur Ecotec DTI 16 soupapes aussi sobre que performant, et qui passerait de 2 à 4 roues motrices sur simple pression d'une touche? Qui n'a pas un jour rêvé du nouvel Opel Frontera, encore plus stable, grâce à son nouveau châssis indépendant? Qui n'a pas un jour rêvé devant la ligne du nouvel Opel Frontera? Opel Frontera, un nouveau penchant pour l'aventure. Pour le président bébé, comprendre les uns et les autres, développer son sens du contact, découvrir que de l'obscurité jaillit la lumière, vérifier ce qui marche et ne marche pas, faire tenir des idées rondes dans des concepts carrés sont des découvertes capitales comme celle du goût. Alors, Nestlé a inventé Petit Duo, qui sépare le légume et la viande pour lui permettre d'apprécier chaque saveur et d'éveiller son goût. Chez Nestlé, le président c'est bébé.